La pénurie de composants et de matériaux dans l'automobile a vraiment chamboulé le marché, surtout en 2021. Et ça a eu un effet assez paradoxal, c'est que ça a permis aux constructeurs de se refaire une santé financière. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je pense que même quand la pénurie sera résorbée, le marché de l'automobile sera durablement impacté et aura durablement changé suite à cette crise des composants et des matériaux. Avant la pénurie, vous aviez deux types de constructeurs, on va dire. Vous aviez ceux qui voulaient faire le plus de volume possible, c'est un peu la stratégie Carlos Ghosn chez Renault-Nissan, et ceux qui essayaient de faire le plus de valeur et le plus de marge possible. Un peu plus la politique des véhicules allemands, et aussi ce qui a promu Carlos Tavares chez PSA et désormais Stellantis. La politique de marge, comme l'a fait Tavares, c'est une politique qui consiste à faire le moins de ventes toxiques possible, le moins d'immatriculation tactique comme on dit, à savoir les loueurs courte durée, les occasions 0 km et les stocks chez les concessionnaires. Les locations courte durée chez les Hertz, Europcar, Avis et ces enseignes-là, c'était souvent un canal bien pratique pour écouler des voitures et en immatriculer, mais ça gagne absolument pas d'argent puisque les voitures sont vendues en gros à prix coûtant. Et elles sont revendues en général 6 mois après avec une grosse décote sur le marché de l'occasion. Les occasions 0 km, c'est imposer aux concessionnaires d'immatriculer certains véhicules pour atteindre certains objectifs de vente. Mais une fois que la voiture est matriculée, elle est plus neuve et le compteur de la garantie est lancé. Et donc il faut s'en débarrasser le plus vite possible et les vendre là aussi avec un gros rabais. Concernant les stocks concessionnaires, c'est légèrement différent. C'est des voitures qui sont en stock, donc qui doivent être vendues, on va dire, assez rapidement, donc avec une certaine remise. Mais ça permet aussi aux clients d'avoir une voiture rapidement et de ne pas avoir à attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour avoir une nouvelle voiture. Donc ça peut aussi avoir un intérêt pour le client. Donc forcément, si on veut maximiser ses marges et gagner le plus d'argent possible, on va éviter ce genre de vente. Alors certaines marques peuvent se le permettre puisqu'elles ont des produits désirables que les clients veulent. C'est le cas notamment des marques allemandes ou plus récemment de Peugeot Citroën avec des véhicules à succès comme les SUV. Le 3008, le 5008 ou le C5 Aircross. Mais malheureusement, d'autres marques n'ont pas des produits aussi attrayants et doivent absolument passer par ces immatriculations tactiques pour assurer la production et faire tourner leurs usines. Je pense notamment à des marques comme Nissan, Fiat ou Opel avant qu'elles ne soient rachetées par PSA. Et dans ce paysage, la pénurie de composants et de matériaux a complètement chamboulé les cartes, vu que les constructeurs, même les moins compétitifs entre guillemets, ne peuvent plus produire autant qu'avant. Ils sont tous en position de force pour augmenter leur prix. Même une marque comme Renault, donc qui a souffert de la politique de Carlos Ghosn, d'avoir privilégié les volumes, peut se permettre aujourd'hui d'augmenter ses prix et de gagner de l'argent. Renault a gagné de l'argent en 2021, ce qui était assez inespéré vu la situation dans laquelle ils étaient en 2020. Tant mieux pour eux, ça leur permettra d'investir davantage sur les futurs produits. Comment les constructeurs ont fait pour augmenter leur prix? Bien sûr, ils ont diminué les canaux de vente toxiques que je vous ai cités, donc moins de stock chez les concessionnaires, plus du tout d'immatriculation 0 km et très peu de véhicules chez les loueurs, plus deux autres éléments pour augmenter les prix, à savoir la suppression des finitions d'entrée de gamme sur la plupart des véhicules, même chez Dacia. Par exemple, chez Ford ou chez Volkswagen, vous pouviez avoir une Polo ou une Fiesta à partir de 14 000 €, on va dire, en prix catalogue il y a quelques années. Ça, c'est fini. Sur les modèles récemment revus cette année, les finitions d'entrée de base sont à partir de 17 000 €. Donc pour faire passer la pilule, l'équipement est quand même plus complet. Mais si vous vouliez juste une voiture qui vous emmène d'un point A à un point B avec la radio et la clim, vous devrez payer de l'équipement supplémentaire dont vous n'avez pas forcément besoin. Renault a fait pareil en supprimant les finitions d'accès Life sur sa Clio par exemple. Et l'autre levier pour augmenter les prix, c'est de diminuer les politiques de remise. Vu que de toute façon il y a pénurie et qu'il y a moins d'offres que de demandes, vous ne pourrez plus obtenir des remises aussi importantes qu'il y a quelques années, où certaines Renault pouvaient partir jusqu'à moins 40%. Là, si vous avez 10 ou 15% sur votre voiture neuve, ce sera le grand maximum. Cette pénurie a donc permis à des constructeurs historiques, notamment européens, comme Stellantis, comme Renault, comme Volkswagen, de se refaire une santé financière. Mais il faut savoir que tout le monde ne souffre pas de la même manière de la pénurie et tout le monde ne bénéficie pas non plus de la même manière de la pénurie. Je pense à Tesla par exemple, qui jusqu'à présent a tout à fait réussi à monter en cadence
ces productions pour la Model 3. Et ils ont cherché à diversifier leurs approvisionnements, notamment en ce qui concerne les composants électroniques. Et ils ont tout simplement adapté leur logiciel pour s'adapter aux différents composants qu'ils pouvaient obtenir en fonction des livraisons et des fournisseurs. Donc la solution de Tesla pour la pénurie, ça a vraiment été l'agilité et une gestion très très fine de sa chaîne d'approvisionnement. Aussi, vous avez l'exemple des constructeurs coréens. Je pense bien sûr à Hyundai et à Kia. Eux n'ont pas trop souffert des pénuries et n'ont pas spécialement fait exploser leurs prix. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des constructeurs qui sont très intégrés d'un point de vue industriel. Ils conçoivent et fabriquent quasiment tout ce qu'ils font dans leur voiture, jusqu'aux aciers. Et forcément, si votre fournisseur, c'est vous pouvez davantage vous faire confiance que si c'est une entreprise extérieure. Et en ce qui concerne les composants électroniques, les constructeurs sud-coréens peuvent toquer, à mon avis, assez facilement à la porte de Samsung, à la porte de LG ou à la porte de SK Innovation, donc qui sont des industriels là aussi coréens dans les domaines des semi-conducteurs. Donc c'est forcément plus facile de discuter avec ses compatriotes lorsqu'on est coréen que lorsqu'on est un constructeur européen. Alors je serais vraiment curieux de voir comment va évoluer la politique tarifaire de Hyundai et de Kia, vu que c'est des constructeurs qui ont quand même une assez bonne image de marque et que les équivalents européens montent leur prix. Est-ce que eux vont conserver des prix abordables et des volumes assez importants, ou est-ce qu'ils vont céder eux aussi à l'augmentation des prix? On verra ça en 2023. Enfin, en 2023, si tout le monde augmente ses prix, ça va être vraiment intéressant de voir quelle part auront les constructeurs chinois sur le marché. Les constructeurs chinois, je pense bien sûr à MG, à Ceres, à Airways, ou même à Great Wall qui va arriver avec la toute mignonne Aura 4. Donc ils vont arriver avec des produits qui vont être moins chers, à caractéristiques équivalentes que les marques européennes. Et si les marques européennes maintiennent leur politique de prix élevée en 2023, une fois que la pénurie sera résorbée, ce sera intéressant de voir quelle place sur le marché vont obtenir les véhicules chinois. Moi, j'aimerais vous poser la question, si vous avez l'habitude d'acheter des véhicules européens et que vous êtes passé à l'électrique ou que vous souhaitez le faire, si les prix augmentent, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez toujours continuer d'acheter chez Stellantis, Renault ou Volkswagen ? Ou alors, vous allez privilégier des véhicules mieux placés en prix, comme les véhicules coréens, voire les véhicules chinois? Ou alors, quitte à payer plus cher, est-ce que vous préférez acheter une Tesla? Dites-moi ça en commentaire, franchement c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et ce sera très intéressant de voir quelle est votre réaction par rapport à cette augmentation des prix chez tous les constructeurs. Une augmentation qui concerne les véhicules électriques, mais aussi les véhicules thermiques et hybrides, bien sûr. Et en attendant de pouvoir se rapprovisionner en puces sans problème, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.